Bon, et ben on va se lancer du coup sur ce temps. Donc, oui, comme je vous le disais, le webinaire sera enregistré et disponible en replay. On vous l'enverra pour que vous ayez accès aux informations. Posez vos questions plutôt dans le chat par écrit si possible, effectivement. Concernant le déroulé du projet, donc là, on va avoir 20 minutes sur la présentation de données chiffrées par Mélodie sur des questions de santé et de précarité pour des seniors en Pays de la Loire. Puis je présenterai l'approfondissement des données un peu plus approfondies sur le projet PRESA et sur le dossier de candidature. Et voilà, donc Mélodie, je vais te laisser la main. Ouais. Donc on est juste à côté, vous voyez bien. Donc justement, moi je vais vous présenter un peu des données sur la santé et la précarité des seniors en Pays de la Loire. Si vous avez pu voir le replay, on va faire le même système en fait que pour le premier webinaire sous forme de quiz pour un peu tester vos connaissances sur le sujet. Donc voilà, il va y avoir 6 questions. Et du coup, voilà, la première, c'est en 2021. Quelle est l'espérance de vie sans incapacité à 65 ans pour les femmes? Donc, on est vraiment à l'échelle de la France. Donc, pareil que la dernière fois, en fait, dans le chat, vous allez avoir la possibilité de répondre à ces questions en cliquant du coup sur la réponse que vous avez. Donc, en fait, vous avez la réponse A, 11,3 ans. Donc, à 65 ans, on a une espérance de vie sans incapacité à 11,3 ans après 65 ans. La réponse B, 12,6 ans. La réponse C, 14,8 ans. Et la réponse D, 16,3 ans. Donc, on va vous laisser un petit peu de temps pour répondre dans le chat sous forme de quiz. Alors, vous avez juste à cliquer directement sur l'écran. Il y a quelques réponses dans le chat. Valentine, dis-moi la majorité. Ouais, alors, ce qui se dessine, c'est une majorité sur la réponse C, 14,8 ans, à 33%. Ok, on va passer à la réponse. Donc, c'est plutôt la réponse B, 11,6 ans. Donc, c'est pour les femmes. Et du coup, pour les hommes, on est à 11,3 ans. Donc, on a une augmentation depuis quelques années de l'espérance de vie sans incapacité, même si on tend vers la stagnation dans les années à venir, justement, sur l'espérance de vie en bonne santé. Donc, on va passer à la deuxième question, donc sur quelle est la part des 65 ans et plus qui ne disposant pas d'un médecin généraliste libéral déclaré en activité sur les années 2022-2023 en Pays de la Loire. Donc, c'est ceux qui n'ont pas de médecin généraliste sur les 65 ans et plus. Donc, réponse A, vous avez 3,4% des 65 ans et plus, 4,8% la réponse B, la réponse C, 5,9% et la réponse D, 7,2%. Il vous laisse un peu de temps, pareil, pour tester votre niveau de connaissance. Pas mal de vues dans le chat aussi. On a une égalité partout. Quelques voilà, pour départager. Donc, il y a une majorité sur 5,9% et 47% des réponses. Donc oui, c'est bien la réponse C plutôt. Donc on est à 5,9% à l'échelle des Pays de la Loire et je vous ai mis du coup à l'échelle de la France où le chiffre est un peu plus important à 6,53% sur la part des personnes qui ne disposent pas d'un médecin généraliste déclaré en activité sur l'année 2022-2023. Donc vraiment à l'échelle Pays de la Loire et puis un peu plus important à l'échelle de la France. Et là, je vous ai mis du coup une carte de la répartition des praticiens à l'échelle des Pays de la Loire. Donc, c'est une note de 0 à 10. Donc, c'est vraiment tous les praticiens. Donc, il y a la liste dans l'encadré. Donc, c'est peut-être un peu petit pour vous qui êtes sur petit écran. Cette pondération recouvre les praticiens et les services suivants: médecins généralistes libéraux et salariés, kinésithérapeutes, pharmacie, infirmiers libéraux, kinésithérapeutes, dentistes et laboratoires d'analyse médicale. Donc, on voit justement les zones un peu les déserts médicaux sur la région. Donc, voilà, où on est sur très foncé en bleu, les territoires en Mayenne, en Sarthe, qui sont moins bien pourvus, et en Vendée aussi, on voit certaines zones. Et puis, bien sûr, sur les grandes agglomérations de la région, on voit que les chiffres sont plutôt en rouge.
Mais voilà, c'est pour avoir une idée un peu de la répartition des praticiens à l'échelle des Pays de la Loire. On va passer à la troisième question. Quelle est la part de la santé d'une population qui dépend du système de soins? Donc, quand on parle de santé, en fait, quelle part représente le système de soins sur le fait que les personnes soient en bonne, enfin, qui influence le plus la santé des populations? Donc, la réponse A, qu'on vous propose, c'est 15%. La réponse B, c'est 20%. La réponse C, c'est 25%. Et sur la réponse D, c'est 30%. On vous pose cette question justement pour identifier les déterminants de santé, voilà, et puis voir si le système de soins joue énormément ou non sur la santé globale d'une personne. J'en profite, il y a une question dans le chat si on peut zoomer sur la carte précédente, mais on vous enverra le diapo, donc vous pourrez avoir le fichier en grand. Alors, sur les réponses, donc on a 37% qui ont répondu la réponse A, donc 15% de la part de santé qui dépend du système de soins. Ben, c'est la bonne réponse. C'est bien 15% de la santé d'une population qui dépend du système de soins. Et donc là, je vous ai mis un graphique justement qui montre qu'est-ce qui détermine notre santé. Donc on voit justement que le système de soins, donc tout ce qui est accès et qualité de l'offre de soins, représente 15%, mais du coup, les facteurs principaux sont donc les facteurs socio-économiques, l'accès à l'emploi, l'éducation, les revenus décents, une alimentation saine, la culture, le loisir, les réseaux familiaux et communautaires. Ça, on est vraiment sur 45% de ces facteurs qui déterminent notre santé. Puis on a aussi 25% tout ce qui est facteurs environnementaux, donc état des milieux, exposition aux nuisances, notre habitat, les températures, les travaux, enfin voilà, les équipements collectifs, tous ces facteurs en fait influencent aussi notre santé. Et puis après, vous avez aussi comportement individuel et patrimoine génétique finalement qui représente 5% de nos déterminants de santé. Je vous propose de passer à la question suivante. Donc là, on est vraiment sur une question ouverte en fait donc voilà, après ça, c'est vraiment prévention et santé des élèves. Donc là, on essaie de vous définir un peu ce qu'on entend nous derrière. Je vous invite à couper votre micro peut-être. Je sais pas la main. Il y a tellement de personnes. Alors. Ah, c'est bon. C'est bon. Alors, donc là, c'est vraiment une question ouverte. Vous pouvez donner votre réponse dans le chat. Donc, justement, quel est l'objectif principal de la prévention selon vous? Donc, la question, elle est ouverte normalement. Et vous allez pouvoir mettre un mot ou un groupe de mots pour vous. Qu'est-ce que vous entendez par enfin, le premier mot que vous associez à la prévention? Plutôt un mot, ça sera plus simple pour. On va vous laisser un petit peu de temps pour ça. Alors, il y a des mots dans le chat, n'hésitez pas à les mettre dans la petite fenêtre qui s'affiche en milieu de votre écran, comme ça va faire un peu des nuages de mots sur des idées. On va laisser un petit peu plus de temps. Pas forcément évident. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. C'est le premier mot instinctivement qui vous vient quand vous entendez le mot prévention. Le principal. Dans le chat, on a prévenir pour anticiper et mieux guérir, nutrition, besoin vital, réduction des risques, identifier toute fragilité à l'avance et devenir proactif de sa santé, limiter les complications d'une maladie ou d'un handicap, anticipation, prévenir les risques. N'hésitez pas à ajouter des mots dans la fenêtre au centre de votre écran, normalement. On a autonomie aussi. Autonomie, ouais. Ah. Ça commence à répondre. Ouais, ça, je pense pas que ça pourra partager. Parce que vous voyez. Après, si tout le monde le voit, normalement, oui. On a quand même santé au centre, anticipation pas mal, repérage, promotion,
Retardé, sécurité, bénéfice, prévention. Risque, qui revient pas mal aussi. Il y a 3 niveaux. Donc, il y a des personnes qui ont plusieurs définitions. Santé publique, vieillissement, effet, réduction des coûts de la santé, autonomie. Donc, nous, on va vous proposer du coup notre définition de la prévention. Il y a beaucoup de définitions aujourd'hui, mais c'est celle qu'on retient, nous, pour le projet PRESA. Donc, justement, on vous a mis une citation. Donc, la notion de prévention décrit l'ensemble des actions, des attitudes et des comportements qui tendent à éviter la survenue des maladies ou de traumatismes ou à maintenir et à améliorer la santé. Donc, on a beaucoup de termes qui sont ressortis dans le nuage de mots qui sont du coup en lien avec la définition. Donc, on est vraiment sur maintenir et améliorer la santé et tout ce qui est attitudes et comportements qui tendent à éviter la survenue de maladies ou de traumatismes. Donc, on vous propose de passer à la question suivante. Donc, quelle proportion des personnes âgées de 75 ans et plus, donc là, plus sur l'aspect précarité. Là, on a parlé beaucoup des éléments de santé. Et donc là, on voulait plutôt s'intéresser sur la question de la précarité. Donc, selon vous, quelle proportion des personnes âgées de 75 ans et plus vit sous le seuil de pauvreté, donc 60%, le seuil de 60% en dessous des revenus médians en France. Donc, à l'échelle de la France, donc vous avez réponse A 2,5%, réponse B 4,2%, réponse C 6,7% et réponse D 10%. Pareil, vous pouvez répondre dans le chat. Un peu de réponse D, réponse C, réponse A dans le chat. On a une égalité pour l'instant. Je vous laisse voter sur la fenêtre au milieu pour départager. Voilà. On a aussi dans le chat, c'est... Ouais. Pas mal de C quand même. Pas mal de C, ouais, une petite majorité de C. Et juste derrière la réponse D, 10%. Je vous propose de vous présenter la réponse. Donc oui, c'est bien 10% aujourd'hui des 75 ans et plus qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et du coup, je vous ai mis la donnée à l'échelle des Pays de la Loire. Donc nous, sur les Pays de la Loire, on est à 2,5%. Donc là, c'est vraiment à l'instant T, mais justement, quand on regarde en termes de prospection, ce seuil tend à augmenter sur les nouvelles générations qui vont arriver à l'avenir. Donc, d'où l'intérêt d'anticiper ces besoins pour mieux répondre à l'avenir. Donc là, on vous a mis justement quelques chiffres donc, sur la précarité chez les seniors. Donc, comme on vous a dit, à l'échelle de la France, donc on est à 10% pour les 75 ans et plus et 8,9% des 60-74 ans. Et quand on regarde sur les Pays de la Loire, donc on a des chiffres qui sont en dessous, mais avec des disparités au niveau de la région, donc avec une proportion plus importante sur des départements comme la Sarthe, la Mayenne et la Vendée. Et aussi sur le genre où en fait la précarité, 60% des personnes âgées en situation de précarité sont des femmes. Donc voilà aussi sur les inégalités que ça peut procurer, donc à la fois de genre et de territoire. Donc voilà, même si ce chiffre est bas, il faut le prendre, ne pas le prendre à la légère. Et la dernière question, je crois, qu'on vous propose pour ce temps d'introduction, c'est quelles sont les différentes dimensions de la pauvreté touchant les personnes âgées et comment influencent-elles leur qualité de vie et leur accès aux services essentiels? Donc là, on vous a fait plusieurs propositions. Donc réponse A, on vous propose l'insuffisance des revenus pour couvrir les besoins de base, donc alimentation, logement, santé. Réponse B, isolement social dû à l'éloignement géographique ou au manque de réseau familial et amical. La réponse C, difficulté d'accès aux soins médicaux et aux services de santé, faute de moyens financiers ou logistiques. Et la réponse D, manque d'adaptation des logements ou absence d'aide pour rester autonome à domicile. Donc là, c'est sur les différentes justement dimensions de la pauvreté qui peuvent toucher les personnes âgées et comment ça influence sur leur qualité de vie et leur accès aux services essentiels. Donc là, on voit les premières réponses. Vous pouvez répondre plusieurs propositions. Ouais. Enfin, choisir Tout à plusieurs fait. propositions. C'est une question à choix multiples. Voilà. On a une proportion qui répond quand même tout. Ouais. Légère majorité sur A, B, C, D, ouais. Vous avez décelé.
un peu moins de personnes qui ont voté pour la dernière, la réponse B. Sur l'adaptation des logements, ouais. Ok. Je vous propose de passer la réponse. Donc oui, l'idée, c'était vraiment de cocher toutes les réponses, en fait. Les différentes dimensions de la pauvreté, ça influe justement tous ces aspects de la vie, de la qualité de vie et de l'accès aux services des personnes, donc à la fois sur les revenus, sur l'isolement social, les soins, enfin, l'accès aux soins, et sur son logement aussi. Et du coup, je voulais vous montrer un schéma d'une étude qu'on a pu produire au Gérontopole, du coup, sur la précarité des seniors en Pays de la Loire. Donc voilà, le schéma, enfin, voilà, vous n'allez pas pouvoir appréhender tous les aspects du schéma enfin, en 5 minutes, mais du coup, ça vous montre justement les différentes dimensions de la pauvreté et de la précarité des personnes, avec justement des éléments comme l'isolement, l'état de santé, l'usage du numérique, enfin, tous les aspects sur lesquels ça peut jouer sur le cercle familial, les réseaux associatifs, difficultés financières, voilà, avec des problématiques qui ne sont pas forcément les mêmes si on est en ville, en milieu rural. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer justement que c'est une approche globale quand on parle de précarité, qui a plusieurs éléments qui peuvent jouer sur la précarité, enfin, qui influencent, pardon, la précarité et la pauvreté des personnes. Je crois que j'arrive au bout de ma présentation et je laisse la parole du coup à Blandine. Merci Mélodie. Bon, on va passer dans la deuxième partie du webinaire, plutôt pour approfondir la présentation du projet PRESA. Si vous avez des questions sur cette première partie, n'hésitez pas à les écrire dans la conversation pour vous en souvenir. Alors, sur cette seconde partie de présentation, je vais mieux approfondir chaque phase en fait, du projet que j'avais présenté lors du premier webinaire, avec la première phase qui sera le diagnostic territorial participatif. Donc, ce diagnostic, il y a eu beaucoup de questions lors du dernier webinaire sur la nécessité d'un diagnostic quand un diagnostic a déjà été réalisé. Alors, effectivement, il y a beaucoup de territoires qui ont déjà établi des diagnostics sur la santé des seniors sur leur territoire. Là, l'idée, c'est vraiment dans cette phase de faire un zoom sur les personnes âgées en situation de précarité et d'isolement et d'identifier les freins à leur recours aux dispositifs d'aide et de soins, et d'identifier leurs besoins qui peuvent être spécifiques. C'est aussi une étape qui est nécessaire pour mobiliser en fait les personnes concernées dans la suite du projet, puisque c'est l'étape où on sera vraiment à l'écoute de leurs besoins, de leurs envies, pour ensuite les inciter à participer sur les deuxième et troisième phases du projet, que je présenterai juste après. Donc, le diagnostic, il va passer par plusieurs modalités. Premièrement, pour identifier les personnes âgées en situation de précarité et d'isolement sur les territoires, qui sont de fait souvent invisibilisées, on va beaucoup s'appuyer sur les partenaires locaux, en fait les acteurs locaux du territoire, en pouvant organiser ce qu'on a pensé sous la forme de permanence, où on se rendrait, je sais pas, auprès des banques alimentaires, auprès du CCAS, des bibliothèques, voilà, j'en passe et des meilleurs, pour aller identifier les personnes et leur parler du projet, leur présenter le projet et rentrer en contact en fait avec elles. Ce qui nous permettra par la suite de réaliser des entretiens exploratoires. On aimerait en faire jusqu'à 6, si possible plus en fonction de nos moyens aussi, pour un peu avoir des retours qualitatifs sur le vécu des personnes âgées en situation de précarité et ou d'isolement. Ce sera complété par des outils de porteurs de parole faits sur l'espace public. Alors, le porteur de parole, l'idée, c'est de poser une question très ouverte, en fait, sur un espace public et de récolter des retours de personnes en gardant une phrase un peu clé, une phrase un peu témoin qui représente beaucoup le propos de la personne pour récolter, en fait, les avis des habitants au sens large et pas seulement les personnes concernées. Ce sera ensuite, encore une fois, complété par des ateliers collectifs, donc des sessions de diagnostic qui seront réalisées encore une fois avec les personnes âgées concernées, où là, ce sera vraiment des temps de groupe, là où les entretiens seront plutôt individuels. Je me permets, je vois la question qui a été posée dans le chat. Ces ateliers sont réalisés avec différents acteurs, donc les professionnels de santé, les agents des collectivités territoriales et les élus, les acteurs associatifs et les personnes âgées en situation de précarité et ou d'isolement. Dans un premier temps, l'idée, ça va être de dissocier un petit peu ces ateliers, parce qu'il y a un gros enjeu aussi de renforcement du pouvoir d'agir des personnes âgées.
puisque la prise de parole dans un grand groupe avec notre jargon un peu associatif et institutionnel, ça peut être très impressionnant pour des personnes qui sont isolées depuis longtemps, qui n'ont pas été dans ce genre d'espace ou qui n'ont jamais été ou qui n'ont pas été depuis longtemps. Donc, il y aura plusieurs ateliers en fait, pour renforcer les compétences des personnes et renforcer surtout leur estime de soi. À l'issue de ce diagnostic-là, l'idée, ça va être de faire une réunion publique, plutôt en début d'année 2026, probablement, puisque cette période-là, il faut qu'on se laisse le temps aussi de rentrer en contact avec les personnes et d'établir le lien de confiance. Et à l'issue d'organiser une réunion publique pour présenter à tous les habitants du territoire les données identifiées et les retours qualitatifs qu'on a eus sur le vécu des personnes âgées précarisées et isolées sur les territoires. Cette phase, elle va nous permettre aussi d'identifier plusieurs thématiques en fait principales sur lesquelles on pourra agir en fait par la suite sur le projet et sur lesquelles on pourra mettre en place des actions de prévention en fait. Voilà. À la suite de la phase de diagnostic participatif, l'idée, c'est de co-construire des actions de prévention avec les mêmes acteurs que j'ai déjà cités, les personnes concernées, les élus, les agents des collectivités territoriales, les acteurs associatifs, les commerçants, et on en oublie forcément. En fonction des thématiques, on pourra se répartir en groupes de travail, en fait, sur chaque thématique. Pardon, je mets mes mains devant ma tête, vous ne voyez pas. Et se réunir pour penser globalement le projet et étudier toutes les possibilités et les choisir, puisqu'il pourra y avoir moult et moult idées qu'il faudra forcément choisir sur un principe de réalité, quoi. De là découlera un plan d'action avec des actions qui seront mises en place de manière effective et qui seront suivies par un comité de pilotage dans lequel il sera intéressant qu'il y ait chaque représentant de groupe, en fait, de personnes, de groupes d'acteurs qu'on a déjà énoncés, et qui se réuniront non seulement pour suivre les actions, mais aussi pour la mesure d'impact, l'évaluation longitudinale du projet dont je vais parler juste après. De la même manière, au moment à la lancée en fait, des actions, l'idée c'est d'organiser une deuxième réunion publique pour pouvoir présenter encore une fois à tous les habitants les actions de prévention qui vont être mises en place suite au diagnostic et suite aux réunions. Ces actions, alors on a, pour répondre aussi à des questions qu'il y a eu sur le premier webinaire, nous à ce jour, on n'a pas de budget pour le déploiement des actions et pas de budget pour soutenir les territoires à la mise en place des actions, de l'opérationnel. Faut aussi se dire que c'est pas forcément des actions nouvelles, ça peut être aussi de renforcer des actions qui sont déjà existantes, de les déployer, de les adapter pour le public qu'on vise et que ça sera pas forcément toujours de la nouveauté en fonction de ce qui se passe déjà sur les territoires ou pas. Voilà. Donc, tout au long du projet, on vous avait parlé lors du premier webinaire de la mesure d'impact et de l'évaluation longitudinale qui sera réalisée. Je vais vous en toucher un petit peu de mots pour que vous voyez un peu à quoi ça se réfère, à quoi ça fait écho. Donc, l'impact social, c'est ce qu'on va chercher à mesurer dans la mesure d'impact et dans l'évaluation longitudinale. Donc, l'impact social, il désigne tous les changements, positifs ou négatifs, attendus ou inattendus, qui sont engendrés par des activités et qui sont directement attribuables à celles-ci. Je vais venir caractériser tout ça. En fait, dans le cadre du projet, on va identifier des besoins sociaux qu'on a déjà identifiés d'ailleurs, que je vous présenterai juste après, qui vont donner en fait plusieurs objectifs de projet très opérationnels qui vont guider un peu toute notre action. Ces activités, ces projets qu'on va mettre en place vont donner des résultats directs, par exemple le nombre de personnes, pour juste donner un exemple, qui vont par exemple être accompagnées dans une démarche de consultation médicale en ligne, par exemple. C'est vraiment un exemple, on ne sait pas sur quoi on va partir. Il y a des données, des faits en fait, qui peuvent découler de ces projets, mais c'est pas ça qu'on va aller chercher dans la mesure d'impact. Ce qu'on va aller chercher, c'est ce qui, sur le long terme, va perdurer comme effet et pas comme fait, FAITS, différent de E2FETS, et qui peut être directement attribué au projet. Et ça, c'est l'impact social. Je vais vous donner des exemples juste après dans la slide d'après. En fait, les résultats, ouais, tu peux passer. Les résultats qu'on a, c'est ce que l'on fait. Par exemple, si on accompagne des personnes âgées aux consultations médicales en ligne, c'est ce que l'on a fait. C'est les réalisations, pardon.
qui va donner des résultats, ce que l'on a produit, par exemple, le nombre de personnes accompagnées, le nombre de consultations qui ont été effectuées depuis la fin du projet, ça c'est ce que l'on produit. Et c'est ce qu'on va pouvoir évaluer de manière directe. Mais dans l'impact, ce qu'on va chercher, c'est ce à quoi on contribue. Donc, par exemple, la satisfaction des personnes, le fait qu'elles aient un suivi plus régulier avec leur médecin, qu'il y a une facilité à prendre le traitement, à prendre des rendez-vous en ligne, que le traitement il est suivi d'une manière plus assidue, on va dire. Et c'est tous ces impacts-là qu'on va chercher à mesurer dans la mesure d'impact, dans l'évaluation longitudinale, tout en évaluant en fait au long cours les processus qui permettent en fait d'atteindre cet impact et d'atteindre cette contribution. Là-dessus, on est accompagné par Benjamin Le Fustec, qui est un salarié aussi du Gérontopole, qui a une grosse expertise sur les mesures d'impact et sur les évaluations, et qui va nous accompagner tout au long du projet pour la mise en place de l'évaluation longitudinale. Voilà. Alors, pourquoi on fait une mesure d'impact? Il y a deux raisons qui peuvent mener à la mesure d'impact, deux démarches en fait, avec des gros anglicismes. La première démarche, c'est la démarche proof, donc pour démontrer aux parties prenantes internes et externes du projet les différents effets positifs qui sont générés. Nous, on va se situer plutôt dans la deuxième démarche, la démarche improve. Improve qui veut dire s'améliorer, pour en fait identifier les leviers d'amélioration et les pistes d'action pour renforcer les effets positifs. Là-dedans, il y a vraiment une démarche continue tout au long du projet de réévaluation et de réajustement pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Voilà. Donc, pour revenir un peu aux besoins sociaux, et ça me permettra aussi de réappuyer la pertinence en fait, du projet PRESA. On a identifié 3 besoins sociaux dans le cadre de la mesure d'impact. Le premier étant que les personnes âgées en situation d'isolement et ou de précarité ont une méconnaissance des déterminants de santé. On l'a vu là avec Mélodie à l'instant, les déterminants de santé, ils sont multiples, ils sont complexes et ils sont parfois difficiles à mesurer. Donc, c'est quelque chose sur lequel on souhaite agir. Le deuxième besoin social est que les personnes âgées en situation d'isolement et ou de précarité recourent moins aux dispositifs d'aide et de soins. Ça, c'est largement étayé par les recherches. Le non-recours chez les personnes âgées est extrêmement important, que ce soit sur les pensions de retraite ou sur les mutuelles complémentaires. Et en particulier en lien avec la précarité et la pauvreté, où la notion de privation est extrêmement forte. C'est quelque chose qui est très bien valorisé dans le rapport d'ATD Carmonde, les dimensions cachées de la pauvreté, que je vous invite à lire, qui permet vraiment de comprendre, qui permettent vraiment de comprendre les dimensions de la précarité et de la pauvreté. Alors, je vois une question, les mesures sont plutôt qualitatives que quantitatives. Effectivement, c'est plutôt des mesures qualitatives, ouais. Je passe au troisième besoin social, du coup, l'absence de reconnaissance du pouvoir d'agir de ces personnes par elles-mêmes. Ah, c'est les deux plutôt, ouais, il y aura deux dimensions. Donc, je reprends sur le troisième besoin social, l'absence de reconnaissance du pouvoir d'agir de ces personnes par elles-mêmes et par les acteurs extérieurs les empêche de participer activement à leur parcours de santé, à la vie communautaire et aux décisions qui les concernent. Cela les laisse dépendantes d'autrui et limitées dans leur accès aux ressources et aux outils nécessaires à leur autonomie. Encore une fois, les études montrent que la dépossession du pouvoir d'agir est extrêmement présente chez les personnes en situation de précarité et ou de pauvreté, et aussi chez les personnes âgées. Donc, les personnes âgées qu'on vise avec le projet cumulent un peu deux dimensions de la dépossession du pouvoir d'agir. C'est important, ça me tenait à cœur de vous les montrer aussi pour appuyer le fait que tout ce qu'on vous a dit, depuis les deux derniers webinaires, c'est qu'il y a une évolution démographique importante. Donc, d'ici 10 ans, un tiers de la population globale en France seront des personnes âgées de plus de 65 ans. Et on observe aussi une paupérisation de la population, c'est-à-dire que les personnes âgées, en situation de pauvreté et de précarité s'appauvrissent et restent dans des situations de pauvreté. Parallèlement, c'est toujours un peu les mêmes profils de personnes âgées qui vont bénéficier des dispositifs d'aide et de soins, et non pas par un manque de professionnalisme des structures, mais plus par des faits qu'on observe de non-recours et d'isolement, et qui sont des freins difficiles à lever. Donc, avec le projet PRESA, en fait, on souhaite faire un zoom qui nous semble vraiment nécessaire et important sur les personnes âgées en situation de précarité et d'isolement pour identifier ces leviers-là. Et qui est nécessaire pour adapter en fait, et ajuster les actions. PRESA, c'est un projet de prévention aussi dans ce sens, où avant l'évolution démographique, on souhaite anticiper en mettant en place des actions pour que demain, on accompagne au mieux les personnes âgées en situation de précarité et de pauvreté qui vont ne faire qu'augmenter en lien avec l'évolution démographique.
Donc, il y a vraiment une urgence d'agir pour agir en prévention. Et je pense que même pour les territoires qui mettent en place déjà des actions et qui accompagnent déjà beaucoup de personnes âgées concernées sur les territoires, ça peut être un intérêt important de participer à PRESA et d'ajuster toujours plus ces actions et d'inclure les personnes âgées concernées dans la démarche et pour ajuster au plus près des besoins les actions de prévention, quoi. Voilà. Donc, suite à la mesure d'impact, l'idée, c'est de valoriser en fait scientifiquement le projet de PRESA en rédigeant un bilan, en rédigeant l'évaluation et en la diffusant et en organisant possiblement plusieurs colloques, puisque l'idée, c'est d'essaimer les actions et de pérenniser ce projet en fait pour que d'autres territoires puissent réutiliser les process qui ont marché sur PRESA et puissent développer des actions similaires sur leur territoire. Voilà, je vais conclure cette partie et passer plus à la présentation du dossier de candidature. Je vous laisse 2 minutes pour prendre des notes et pour noter vos questions dans le chat si vous voulez. Et en attendant, Mélodie, je vais te demander d'arrêter son partage, comme ça je vais partager le dossier de candidature. Comme ça vous laisse le temps de poser vos questions s'il y en a. Alors, tac. Voilà, je vais vous partager le dossier, du coup, s'il n'y a pas trop de questions. Alors, le dossier de candidature. C'est aussi pour vous le présenter en détail, pour que vous puissiez nous poser vos questions là pendant le temps d'échange qu'on va avoir juste après. Alors, le dossier de candidature, il se divise en trois parties. On va le présenter comme ça. Juste avant ces 3 parties, forcément, il y a un petit peu la partie présentation de votre structure avec l'interlocuteur référent et le représentant légal de la structure. Puisqu'on s'est dit que, par exemple, si on prend l'exemple d'une association, l'interlocuteur référent pourrait être un chargé de projet, mais le représentant légal de la structure devra aussi s'engager en tant que directeur ou directrice. Et du coup, signer une attestation sur l'honneur pour consentir à l'utilisation des données qui seront qui sont inscrites dans le dossier de candidature, et aussi pour attester que la structure s'engage jusqu'en 2027, jusqu'à la fin du projet. Ça, c'est important pour nous. Suite à cette présentation, donc, la première partie, ça porte plus sur les dynamiques participatives. Ça nous permet aussi de voir dans quelle démarche vous êtes par rapport à la participation citoyenne et la santé communautaire. Nous, ça nous permet juste de nous assurer que vous avez un réel engagement auprès des personnes et que vous souhaitez travailler, collaborer avec elles conjointement, quoi. Donc, il y a 6 questions, je crois, au total. Premièrement, comment vous appréhendez la participation citoyenne des seniors les plus isolés et en situation de précarité? Comment vous le voyez? Quel levier vous identifiez? Qu'est-ce que vous imaginez de ça? En lien aussi juste après avec les échelles de participation citoyenne dans lesquelles vous souhaitez vous inscrire. On en a parlé dans le premier webinaire, je l'avais évoqué, ces différentes logiques de participation citoyenne, donc vous pourrez vous référer au premier webinaire si vous voulez vous replonger dedans un petit peu. Et ensuite, des questions sur ce que vous avez mis en place comme initiative co-construite avec les habitants sur votre territoire, si vous en avez déjà eu l'expérience et si vous pouvez un petit peu nous décrire de quoi il s'agissait. Si vous avez déjà identifié et ou mobilisé des seniors isolés et ou en situation de précarité, si vous êtes déjà en contact avec ces personnes. Alors, ces deux questions-là, si vous n'avez pas mis en place d'initiative co-construite et si vous n'avez pas déjà identifié des seniors isolés et ou en situation de précarité, ce n'est pas un critère d'exclusion du tout, hein. C'est plus pour évaluer où vous en êtes aussi. Et voilà, une question: comment vous appréhendez la précarité et l'isolement des seniors sur votre territoire? Comment ça se manifeste? Est-ce qu'il y a des spécificités, etc.? Comment vous le voyez? Qu'est-ce que vous en savez? La deuxième partie, ça va plutôt concerner vos besoins de prévention en santé. Donc, par exemple, sur la première question, quels besoins vous avez identifiés sur la prévention en santé des seniors? Et quels impacts vous attendez en fait de ce projet? C'est quoi vos attentes dans le fait de participer au projet PRESA? Qu'est-ce que vous attendez sur votre territoire qu'il se développe? Et encore une fois, sur votre historique, est-ce que vous avez déjà mis en place des actions de prévention en santé en direction des seniors sur ces 3 dernières années?
toujours en lien dans votre projection avec le projet Présa, est-ce qu'il y a des actions que vous envisagez de mettre en place, des actions auxquelles vous pensez déjà, vous savez que c'est possible de le faire, ou alors vous avez des envies, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Donc voilà, c'est l'occasion de les noter là-dessus. Et une question, effectivement, puisque on revient sur le nerf de la guerre, hein, qui a suscité beaucoup de questions lors des premiers webinaires, et c'est bien normal. Si vous avez une part de votre budget global qui pourrait être consacrée à des actions de prévention en santé pour les seniors, et si vous en avez déjà une finalement que vous utilisez, que vous mobilisez déjà sur des actions. Et enfin, la troisième partie qui va plutôt parler de la capacité d'action et de mobilisation des ressources, puisque effectivement le portage du projet Présa dans cet appel à partenariat, il implique effectivement du temps de travail, hein, ça, il faut qu'on soit très très clair là-dessus. Et on vous demande un peu de le spécifier pour voir aussi dans quelle mesure vous pourrez vous impliquer sur le projet. Donc avec un responsable de projet et un référent de projet, un peu comme je le décrivais tout à l'heure, et avec le temps mensuel que vous pourrez dédier à ce projet, dans vos prévisions en tout cas. S'il y a d'autres personnes de votre structure qui pourraient être impliquées dans le projet, je ne sais pas, avec des spécificités, des compétences particulières, je pense à la communication, c'est l'exemple qui me vient par exemple. Est-ce que vous avez des équipements à disposition pour garantir l'accessibilité universelle? Et comment vous pouvez faciliter la mobilité des personnes dans le projet? Puisque si on parle de personnes en situation de précarité et d'isolement, effectivement, se déplacer à des réunions, si on est loin, par exemple, du centre-ville et de la salle de réunion, ça peut coûter de l'argent et ça peut être un frein important pour participer à ces réunions. Donc, qu'est-ce que vous avez à disposition pour limiter ces freins, quoi? Ensuite, vous pouvez lister les partenaires avec qui vous semblez qu'il serait intéressant de s'associer sur votre territoire. Alors, si possible, et vraiment si possible, hein, joindre des lettres d'engagement des partenaires identifiés. On sait bien qu'il y a un mois là, pour remplir le dossier de candidature, donc ce ne sera pas un critère d'exclusion non plus. Voilà, un commentaire libre si vous voulez ajouter des précisions. Et puis après, en dernière page, vous avez des petits rappels. La date butoir du projet qui sera le vendredi 11 avril. Vous pourrez me renvoyer le dossier par mail. Mon adresse mail, elle sera aussi à la fin du diaporama. Donc voilà, pour le dossier de candidature. C'était un peu pour vous le présenter en long et en large. Et vous allez pouvoir me poser des questions après. Est-ce que tu peux remettre le diapo, s'il te plaît, Mélodie, juste pour vous présenter les dates en fait à venir, tout simplement. Donc, comme je l'ai dit, le vendredi 11 avril 2025, on clôt les dépôts de dossiers de candidature. Donc, il faut nous les envoyer avant le vendredi 11 avril 2025 à mon adresse mail que vous aurez à la fin du dossier et juste en dernière page là, de ce diaporama. Sur la semaine du 14 au 18 avril, on va examiner les candidatures en interne au sein du Gérontopôle. Et à partir finalement de cette période-là, on vous recontactera possiblement pour faire des entretiens, pour approfondir vos idées par rapport au projet Présa, ce que vous envisagez, ce que vous souhaiteriez faire, comment vous voyez les choses. Et le mercredi 30 avril, on sélectionnera définitivement les 2 territoires qui seront retenus. Donc, dans l'idée, plutôt un territoire en milieu urbain et un territoire en milieu rural sur deux départements différents de la région. Et on s'engage à répondre à l'ensemble des personnes des territoires qui auront candidaté, des structures qui auront candidaté. Voilà, j'ai l'impression qu'on est pas mal. Il est 45 pile poil, c'est super. On va passer plutôt au temps d'échange et de questions. Alors, il y a pas mal de questions effectivement dans le chat. Donc, une question concernant un critère dans la sélection des territoires. Le choix d'un territoire avec un minima 30 000 personnes âgées limite les candidatures des territoires. De fait, seuls des agglos ou métropoles peuvent candidater. Alors, pas exactement. En fait, c'est les 30 000 personnes âgées minimum, c'est sur les 2 territoires. Donc, finalement, ce sera, du coup, comme on disait, un milieu urbain, donc plutôt une agglomération, et avec un milieu rural en face, l'agglo couvrant quand même une grande partie de ces 30 000 personnes âgées sur le territoire. Donc ça respecte un peu les critères qu'on s'était donnés sur la typologie de territoire. Et c'est un nombre qui pourrait être revu un petit peu à la baisse aussi. Oui, il y a un nombre qui pourrait être évalué à la baisse, effectivement. Une deuxième question, je me questionne également sur ce critère, un territoire égale un EPCI. Oui, tout à fait, un territoire, c'est un EPCI. Suivi par une question, j'ai compris que vous vouliez zoomer sur un quartier prioritaire, je le raccroche difficilement, cela aux 30 000 seniors. Quel territoire cible-t-on précisément ?
Alors, si on vise par exemple une agglomération avec plusieurs quartiers prioritaires de la ville, on interviendra sur chaque quartier, en fait, dans l'idée, pour atteindre ce nombre de personnes âgées, qui est une demande aussi de notre financeur, le FSE+, enfin, dans le cadre de la subvention FSE+. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les poser dans le chat ou à prendre la parole en activant votre micro. On peut peut-être vous remettre la liste des 33 EPCI. Ah oui. Je vais juste rouvrir on ne l'a pas remis dans cette présentation. Juliette Gatignon qui lève la main. Je vous en prie. Oui, bonjour, pardon, j'allume ma caméra. Je parle pour le CCAS de la ville d'Angers. Par rapport à ce que vous demandez dans le dossier, notamment de calibrer les moyens qu'on va mettre à disposition du projet. Donc, j'entends que c'est des moyens qui sont pris totalement en charge par les partenaires sur le territoire. Et si on doit, je me projette à Angers, hein, déployer ce que vous présentez sur chacun de nos quartiers prioritaires, les moyens à déployer si on veut être, sont quand même assez importants de notre part, ce qui n'est pas forcément problématique. Mais c'était une question que j'allais poser dans le chat et je préfère l'exprimer comme ça. On a du mal par rapport à votre présentation. On voit bien les grandes étapes et les grands attendus, mais je trouve qu'on a beaucoup de mal à estimer, en tout cas moi à ce stade, j'ai beaucoup de mal à estimer les moyens qu'il faudrait qu'on mobilise et du coup, est-ce qu'ils sont complètement à notre portée et est-ce qu'ils vont répondre à vos attendus pour être dans les attendus aussi des financements de ce projet parce qu'il est super intéressant et on a envie de se positionner, mais en même temps, je pourrais avoir le sentiment là de mettre le doigt dans une machine que je maîtrise pas complètement et me retrouver dans 6 mois ou dans 1 an avec des attentes de votre part pour mener à bien ce projet qui produit ce qu'il doit produire, qui sont décalés par rapport aux moyens que moi je peux réellement mobiliser avec nos partenaires sur le territoire. Et là, sur cet aspect-là, je reste un tout petit peu, un tout petit peu sur ma faim pour savoir si on peut se positionner en étant bien sûr qu'on va être en capacité d'être au rendez-vous. Tu veux commencer à répondre? Non, je t'en prie si tu veux réagir. Alors, je vais mettre, hop là, je vais me faire apparaître. Bonjour, je suis Sonia, la responsable de l'axe territoire du Gérontopole. Donc, je vais prendre le relais peut-être pour vous répondre. La question des moyens, en fait, sur l'appel à partenariat, c'est le moyen pour nous d'identifier un petit peu l'engagement aussi des futures collectivités, futurs partenaires, pour essayer d'identifier ce qui peut être possible. Je comprends votre flou, puisque nous sommes également dans un flou évident, puisque l'idée, c'est de partir, en fait, des besoins de territoire, mais surtout aussi de s'appuyer sur le savoir des personnes de la population, enfin, la population ciblée. Donc, on ne sait pas du tout quels besoins vont ressortir essentiellement, quelles actions vont ressortir. Et à partir du moment où on n'a pas cette connaissance, c'est très compliqué de mesurer effectivement les moyens nécessaires. Ce qui est sûr, c'est qu'on fera en fonction des moyens existants. Tout à l'heure, Blandine nommait bien qu'il faut que les choses et ce plan d'action soient réalistes. Donc, ce sera pris en compte au moment de la priorisation des actions, la priorisation des enjeux. Ce sera pris en compte en fonction des moyens que pourra proposer le territoire sélectionné, bien sûr. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Madame Gatignon? Oui et non. Oui, dans le sens où le flou est légitime. Non, dans le sens où, ce que je comprends, c'est que c'est plus à nous de nous questionner sur jusqu'à où on veut s'emparer de cette dynamique et qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme moyen en face. Mais à brûle pour point, j'ai envie de dire que si on veut faire bien les choses, il faudrait qu'on puisse dédier 2 ou 3 ETP, vu le nombre de territoires qu'on a et le nombre de seniors qu'on peut avoir sur Angers, si on veut faire les choses très sérieusement. Quand je dis 2 ou 3 ETP, c'est en incluant le temps de nos partenaires, etc. Parce qu'on a déjà des dynamiques partenariales à l'échelle du territoire qu'on a envie d'engager dans ce projet, mais que ça peut être un peu plus important que ce que j'avais imaginé. Mais ce n'est pas grave, mais il faut le savoir, c'est tout.
Vous avez raison de souligner cette dynamique partenariale hein, et cette dynamique, cette co-construction avec les acteurs locaux, elle est essentielle. Donc, ce qui permettra aussi une répartition des moyens, notamment des moyens humains. Et peut-être qu'au moment du dépôt du dossier de candidature, vous n'aurez pas cette visibilité complète et en fait, c'est très légitime, hein, mais ça permet d'avoir quand même une base dans la compréhension, dans notre compréhension en tout cas autour du territoire à sélectionner et les choses se construiront aussi au fur et à mesure et même si aujourd'hui vous avez déjà une dynamique partenariale très développée, peut-être que le projet PRESA permettra de développer encore plus, d'aller chercher d'autres acteurs et permettra effectivement d'augmenter ces moyens humains dont on aura besoin. L'idée de ce projet, c'est enfin un des sujets phares, c'est également de co-construire en tout cas et vraiment de développer au maximum cette dynamique partenariale au niveau du territoire. Donc, soit la développer si elle n'est pas encore développée, soit la renforcer si elle est déjà développée, mais c'est un des enjeux vraiment prégnants. Ok, merci beaucoup. On a plusieurs questions dans le chat. On a Clémence Montaigne qui demande: est-ce que des partenaires différents, associations, acteurs, enseignement supérieur EPCI peuvent s'associer sur un territoire? Tout à fait. L'objectif, c'est d'embarquer à l'échelle d'une agglomération tout un tas d'acteurs. Enfin, je réponds pour... Mais oui, au début, et on a une autre question, justement, une commune peut participer, mais vous dites qu'un territoire est un EPCI. Si c'est une commune qui candidate, le territoire étudié reste-t-il celui de l'EPCI? Peut-être vous répondre... Les territoires qu'on vise sont effectivement plutôt des EPCI. Après, on ne s'interdit rien, en fait. Là, pour l'instant, on évaluera vraiment en fonction des dossiers de candidature. Après, je vois que vous êtes de Lys-Soleillan, je le vois dans votre nom. N'hésitez pas à vous rapprocher d'acteurs de Cholet, puisque je sais qu'il y a des acteurs choletais qui sont présents aussi. Je pense notamment à l'association Relais et Présence de mémoire, hein, je dois en oublier. Mais je vous invite aussi à vous concerter avec l'agglomération de Cholet pour mutualiser un peu vos envies et puis pourquoi pas candidater de manière conjointe. Mais je pense qu'on ne s'interdit rien et que si vous voulez candidater en tant que commune du Lys-Soleillan, vous pouvez tout à fait le faire et on évaluera en fonction des dossiers de candidature. C'est ça, et en fait, on mesure bien le délai extrêmement contraint et restreint par rapport à ce dépôt de dossier, cet appel à partenariat, et peut-être ce sera très limitant pour vous de vous concerter entre acteurs. Donc, ne vous mettez pas ce frein. Nous, en recevant les demandes de candidature, on fera le lien par rapport au territoire. Peut-être qu'on recevra 1, 2, 3 acteurs d'un même territoire qui n'ont pas pu se concerter en amont, mais nous, on fera le rapprochement et on fera du lien du coup. Donc, surtout, ne vous mettez pas de frein sur cet appel à candidature. Merci à vous. Peut-être le temps que quelques questions arrivent, je vous propose, je vais lancer un petit sondage de la même manière que les questions qu'on a fait avec Mélodie, avec un petit pouce vers le haut et petit pouce vers le bas. Déjà, première question, si vous avez apprécié ce webinaire et si déjà pour le moment on a répondu à vos questions, même si on restera encore un petit peu pour répondre aux suivantes. Donc plutôt pouce vers le haut si ça répond à vos questions et que vous avez apprécié ce webinaire et plutôt pouce vers le bas si c'est l'inverse. Je vous laisse quelques minutes, je vous invite vraiment à répondre, ça me permet aussi d'évaluer ces webinaires. Ce format de webinaire. Ce format. Je me laisse jusqu'à 56. J'aurai d'autres questions pour vous après. 17. N'hésitez pas à écrire vos questions en attendant dans la conversation. Il n'y a plus de nouvelles réponses. Je clôt le sondage et je vais en lancer un autre. Je vais en lancer un deuxième sur le même principe, pouce vers le haut, pouce vers le bas, plutôt pour savoir si sur le principe, votre territoire serait intéressé pour candidater sur le projet PRESA. Ça ne vous engage à rien du tout, c'est plus pour à titre informatif pour nous.
Ce sera après. On se laisse jusqu'à 57 et on va répondre aux questions qu'il y a Ouais. dans la conversation juste après. Allez, vas-y. Je suis pas sûre. Alors, je vais trouver la personne. Si vous pouvez couper votre micro, sinon je vais le couper pour vous. Hop, je clôt le sondage du coup sur cette dernière question, puis on va traiter les dernières questions. On va voir. Alors, donc la dernière question. Ne pensez-vous pas qu'il serait utile de vous rapprocher des conférences des financeurs avant de lancer ce genre d'appel à projet? Tu veux Non, répondre? vas-y. Alors, on partage pleinement la nécessité d'être en lien avec la conférence des financières. Pour autant, comme on ne connaît pas du tout les territoires sur lesquels nous allons aller, il est indispensable de pouvoir avoir les territoires en amont pour se rapprocher des bonnes conférences de financeurs. Donc, on ne peut pas le faire avant. Et je tiens à rectifier, nous ne sommes pas sur un appel à projet, mais un appel à partenariat, ce qui est un petit peu différent. Mais en tout cas, ça fera partie effectivement de la démarche puisqu'on est aujourd'hui sur une démarche de recherche de cofinancement pour l'ensemble du projet. Donc, ça fera partie effectivement de partenaires que nous rencontrerons une fois les territoires sélectionnés. Il nous reste 2 petites minutes. S'il y a encore des questions, en attendant les questions, je vais quand même vous remercier toutes et tous d'être présentes et d'avoir participé à ce webinaire, voire aux 2 webinaires. Et on vous adressera les dossiers de candidature et le support de présentation du webinaire d'aujourd'hui à la suite de ce webinaire. Il y a une dernière intervention. Alors, j'ai été coupée, Marwan. Je regarderai le webinaire alors ultérieurement. Oui, alors tout à fait, oui. Je vous invite à regarder le replay du webinaire dans un premier temps, puis à revenir vers moi si vous avez d'autres questions à l'issue de votre visionnage. Je pense qu'il sera accessible d'ici milieu de semaine prochaine, le temps que le collègue de la communication puisse le mettre en ligne et puisse voilà. Eh bien, on va s'arrêter là s'il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup à toutes et tous. Belle journée à vous. Et à très bientôt. À très bientôt.